Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous savoir nombreux au rendez-vous de ce 20h à la une de l'actualité ce soir. Le Togo se rapproche de plus en plus de son objectif d'une couverture universelle en eau potable d'ici à 2030. Cela grâce à une série de projets et programmes initiés par le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé. Où en est notre pays par rapport à cet objectif? Vous le saurez dans quelques instants. Les élus du peuple réclament les éclaircissements sur l'effondrement de la passerelle piéton d'Agoué-Zongo. Le drame survenu le 13 décembre dernier a fait 8 morts et plusieurs blessés. Cette tragédie continue de susciter inquiétude au sein de la population. Hier, les membres du gouvernement ont été attendus lors d'une séance de questions-réponses à l'Assemblée nationale. Le gouvernement honore la tradition de Noël pour les enfants. L'opération Noël solidaire édition 2024 a été officiellement lancée à Landa, dans la préfecture de la Kosa. Des kits alimentaires et des jouets seront offerts à des milliers d'enfants orphelins et démunis à travers tout le territoire national. Nous en parlerons tout à l'heure. Voilà pour le sommaire, ravi de vous savoir pour ce 20h. L'accès à l'eau potable pour tous, c'est un engagement pris par le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé. Pour atteindre cet objectif, plusieurs projets et programmes sont actuellement en cours de mise en œuvre à travers tout le territoire. Parmi eux, les projets BID UMOA et PASCO qui contribuent significativement à améliorer l'accès à l'eau potable dans les zones urbaines comme rurales. Où en est notre pays aujourd'hui dans sa quête d'un accès universel à l'eau potable. Les éclairages avec Uri Chamega. Que ce soit en milieu rural, semi-urbain ou urbain, l'eau potable se rapproche davantage des communautés, rendant concret l'engagement du président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, de mettre à disposition des populations cette source vitale. Au fil des années, le taux de desserte en eau potable évolue dans toutes les régions du pays, avec une nette évolution des conditions de vie des ménages. D'énormes projets et programmes, ainsi que certaines initiatives, justifient cela. En 2022, une enveloppe de 23 milliards francs CFA avait été débloquée par le pouvoir public pour l'approvisionnement en eau potable. Il a permis d'installer plus de 300 pompes hydrauliques au nord, réaliser 400 forages grâce au projet PASCO, construire 602 postes à énergie solaire sur le territoire. Le projet BID UMOA est aussi entré en jeu avec la réalisation de 31 mini-adductions d'eau potable dans les régions Savane, Centrale et Kara. L'on a également assisté au renforcement de l'hydraulique villageoise dans le pays, excepté la région maritime, avec 185 postes d'eau autonomes à pompage solaire. Des projets à impact significatif sur les communautés. Dans les villages, plus de 5000 forages équipés de pompes à motricité humaine ont été réalisés en milieu rural sur le territoire, ce qui a fait passer le nombre total de forages à 11 600 en 2019. En outre, 3200 forages en panne ont été aussi réhabilités. 221 mini-adductions d'eau ont été réalisées dans la région maritime et celle des plateaux. En dépit de toutes ces initiatives qui ont engendré des avancées considérables, le chef de l'État veut relever les défis existants encore afin que l'eau ne soit plus une denrée rare dans cette société. Conformément aux orientations de la feuille de route gouvernementale, le Togo s'active pour atteindre une couverture de 77% à 85% dans la région de la Kara et de 67 à 72% dans la région des Savanes d'ici 2025. Des prévisions en bonne voie d'après les résultats définitifs et détaillés du recensement général de la population et de l'habitat. Publié il y a quelques jours, il montre clairement que l'accès à l'eau potable a atteint 84% dans la Kara et 71,1% dans les Savanes. Ainsi, à ce jour, la grande majorité des ménages s'approvisionnent en sources d'eau améliorées, soit plus de 8 ménages sur 10. Dans le Grand Lomé, le pourcentage atteint 98%. Toutes ces démarches entrent dans le plan national de dotation en eau potable, sans oublier le plan directeur de l'eau pour le Grand Lomé, afin de mieux répondre à la demande en eau potable des habitants de la capitale et ses périphéries au cours des 5 prochaines années.
L'ambition ultime du président de la République est d'arriver à une couverture universelle en eau potable d'ici l'an 2030. Je vous le disais en titre, les élus du peuple ont cherché à comprendre les circonstances du drame survenu le 13 décembre 2024 avec l'effondrement tragique de la passerelle piéton d'Aguezongo. Cet accident qui a coûté la vie à plusieurs personnes et occasionné d'importants dégâts matériels a suscité de nombreuses interrogations face à la préoccupation nationale. Hier, la représentation nationale, les membres du gouvernement ont apporté des éclaircissements sur les causes et les responsabilités liées à cet incident. L'exercice a permis de faire toute la lumière sur cet événement tragique. Compte rendu de Marie-Ange Bida. C'était le 13 décembre dernier. Un camion-citerne heurte le tablier est de la passerelle piétonne d'Aguezongo, causant des décès, des blessés et des dégâts matériels. Les députés s'interrogent sur le drame. Ils demandent des réponses au gouvernement sur la base de l'article 16 de la loi du 6 mai 2024 et du titre 4 du chapitre 2 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. La séance s'ouvre par une minute de silence en mémoire des victimes de cet accident. Suivi de la compassion de l'Assemblée nationale. Au nom de la représentation nationale, je salue avec beaucoup de respect la mémoire de nos frères et sœurs qui ont perdu la vie dans cette tragédie. Je souhaite également une prompte guérison aux blessés. Je voudrais ici présenter toutes nos compassions aux familles éplorées et nos félicitations aux équipes de secours mobilisés. Ensuite, les députés, par la voix d'une des leurs, posent les questions. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous situer davantage sur les circonstances de cet accident? Au pupitre, le ministre des Infrastructures et des Travaux publics, Sani Yaya, répond. Les premières constatations qui ont été faites par les services de police, un camion-citerne hors gabarit a donc tenté le passage sous la passerelle dont la hauteur était limitée à 6 mètres. Et donc, dans cette tentative de forcer le passage, la passerelle a été arrachée à sa base et a chuté, est tombée. Et donc, en tombant, la passerelle a malheureusement occasionné 8 morts et 3 blessés. Et les questions s'enchaînent. Quelles sont concrètement les mesures prises par le gouvernement? À l'instar de la passerelle d'Aguezongo qui s'est effondrée, il y a d'autres passerelles sur les routes nationales. Nous voudrions avoir des explications sur les conditions sécuritaires de ces passerelles piétonnes. Les réponses aussi. Nous avons visité tous les sites pour nous assurer, en tout cas de notre point de vue, avec les ingénieurs bien sûr, et les bureaux de contrôle, qu'il n'y a pas de risque imminent pour les autres passerelles. C'est ça le sens de la question. Et c'est important que l'Assemblée et que la population puissent être rassurés. Mais en plus des portiques, ce que nous avons décidé, c'est de faire des dos d'âne, les ralentisseurs, en amont des portiques. Nous avons pensé que, puisque en cognant, ça peut arracher, puisque le tablier est posé, pourquoi ne pas faire une butée? Et donc, en quelque sorte, un poteau qui est placé dans le sens de la route, de sorte que même si c'est cogné, le poteau bloque la sortie du tablier.
Cette question est en cours d'étude. Nous allons renforcer le dispositif de contrôle de la charge à l'essieu, déjà même à la sortie du port, et puis même en circulation, en relation avec le ministère de la Sécurité, pour traquer les véhicules hors gabarit qui portent le risque. En même temps, intensifier aussi la sensibilisation au niveau de tous les usagers de la route par rapport au respect des règles de la route, notamment en matière de gabarit, de savoir qu'il y a des passerelles qui devraient être normalement à 4,5 mètres, mais qui sont à 6 mètres. Avec le ministre Sani Yaya, puis avec l'ambassadeur Kalis Batossi Madjoulba, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, qui évoque les procédures enclenchées suite à l'accident. Nous avons 4 séries d'auditions. Les auditions faites, 5 personnes ont fait l'objet de garde à vue, justement pour les nécessités de l'enquête. Et elles ont été libérées sur instruction du procureur de la République après 48 heures de garde à vue. Et les motifs pour lesquels elles ont été gardées, c'était déjà défaut de précaution, non-respect de la réglementation en vigueur et homicide involontaire. L'enquête judiciaire est pratiquement en cours de finalisation et elle sera transmise au procureur de la République de Lomé très bientôt. Le ministre des Droits de l'Homme, Pacome Adjourouvi, renchérit. Donc une enquête ouverte par le procureur de la République qui va donner des résultats et engager des poursuites et situer des responsabilités, naturellement, mais aussi une mesure administrative qui va réunir un certain nombre de ministères et non seulement les ministres, mais aussi l'ordre des architectes et des experts qui vont se prononcer sur la solidité de nos routes, de nos passerelles, de tout ce qui est emprunté par la population au quotidien pour un seul objectif, protéger plus la population togolaise. Cette tragédie a secoué toute la population togolaise. Le chef de l'État, Faure Issozina Gnassingbé, en premier. Pour toutes les dispositions prises dès les premières heures de l'accident, l'Assemblée nationale est reconnaissante. Nous ne manquerons de saluer la proximité du chef de l'État qui, chaque jour, joint à la parole l'acte. Aucun Togolais ne sera laissé pour compte. Je crois que le chef de l'État le démontre chaque fois que des situations de ce genre se présentent. En ce qui concerne cet accident, au tout dernier Conseil des ministres, le chef de l'État, Faure Issozina Gnassingbé, a donné les instructions pour que les victimes et les familles concernées bénéficient d'un accompagnement adéquat de l'État. Il a ordonné qu'une commission d'enquête soit mise en place pour que la lumière soit faite sur les circonstances de l'accident et situer les responsabilités. Par cette séance sur les questions d'actualité, l'Assemblée nationale joue son rôle de contrôle de l'action gouvernementale. Nous poursuivons ce 20h par ce communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Les périodes de fin d'année et de début d'une nouvelle année sont fréquemment associées à une augmentation notable de faits d'insécurité divers caractérisés par des actes de criminalité, de délinquance, de banditisme et d'accidents de route. Il importe que des dispositions idoines soient prises afin de garantir la célébration des fêtes de fin d'année dans une atmosphère paisible et sereine. À cet effet, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a lancé depuis le 20 décembre 2024 une opération dénommée Kéligou, qui signifie vigilance dans une langue du terroir. L'opération Kéligou vise à faire régner la paix, la sécurité sur l'ensemble du territoire national afin que chaque citoyen vaque librement à ses occupations dans un climat de sérénité. Elle consistera à des actions de police administrative et ou police judiciaire telles que des opérations coup de poing et de contrôle de zone, des patrouilles de sécurisation et de proximité de jour comme de nuit, des contrôles d'identité, de contrôle routier, des interpellations pouvant donner lieu à des mesures de garde à vue.
Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile appelle la population togolaise à une grande vigilance et à une franche collaboration avec les forces de sécurité engagées dans cette opération en dénonçant tout individu ou toute situation suspecte. Il les invite par conséquent à se rapprocher immédiatement des unités de police et de gendarmerie sur toute l'étendue du territoire national ou à appeler les numéros d'urgence suivants. 10 14 pour le centre d'appel du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. 117 pour la police nationale. 172 pour la gendarmerie nationale. 118 pour le corps des sapeurs-pompiers, 170 pour l'Agence nationale de la protection civile. Il recommande enfin aux populations, particulièrement en ces périodes, de se munir, le cas échéant, des pièces afférentes aux véhicules qu'ils conduisent. Fait à Lomé le 21 décembre 2024, signé ambassadeur Caliste Batossi Madjoulba, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Pendant que les nouvelles recrues du concours général de la fonction publique organisé en février 2022 ont été fixées sur leur sort hier, c'est au tour des candidats du concours de recrutement pour le ministère de l'économie et des finances d'entrer en lice. Plus de 21 000 postulants ont affronté ce matin les épreuves écrites dans les centres des armées ouverts à Lomé, Kara et Dapan. Suivons le constat du démarrage des épreuves à Lomé avec notre reporter Yasmine Koya. Top départ pour le démarrage des épreuves écrites du concours de recrutement de fonctionnaires, comptant pour le ministère de l'économie et des finances. Pour la première épreuve, les candidats composent en culture générale. Le ministère de la réforme du service public, du travail et du dialogue social et celui de l'économie et des finances, représentés ici au lycée de Tokoin 2, sont sur le terrain pour constater l'effectivité du démarrage des épreuves et encourager les candidats à plus d'ardeur et d'abnégation. Nous venons de constater que les choses se déroulent très bien et que tous les candidats ont pu avoir une place assise, un rabat, mais aussi des épreuves. Et nous sommes contents de l'organisation de ce concours. Nous souhaitons vraiment les meilleures chances à tous les candidats. Nous pensons qu'il y a un intérêt assez prononcé pour ce concours et nous sommes certains qu'à l'issue de ce concours, nous pourrons avoir vraiment les meilleures compétences pour l'administration togolaise. 21 003 candidats affrontent les épreuves de ce concours dans les différents centres décrits sur toute l'étendue du territoire national. Parmi eux, 800 seront retenus pour renforcer le personnel du ministère de l'économie et des finances. Dans quelques mois, la région des Plateaux comptera pas moins de 300 nouveaux forages. Ces infrastructures seront réalisées dans le cadre du projet d'hydraulique villageoise avec l'appui de la République de Chine. L'objectif est clair, rendre l'eau potable plus accessible aux populations de la région. Les travaux de construction ont été officiellement lancés à Atakwame. Reportage de Sylvain Abdou. Des engins positionnés pour le démarrage du projet de construction des forages, un projet d'hydraulique villageoise officiellement lancé ici à Tapamé au profit des 12 préfectures de la région des Plateaux. Un projet pour offrir en permanence de l'eau potable aux populations bénéficiaires. Toutes les populations de la région des Plateaux remercient le président de la République, Faure Essos-Bien Gnassingbé. Nous prenons la résolution de faire bon usage. 300 forages vont être construits sur une période de 2 ans. La réalisation de ces forages est un appui de l'ambassade de Chine et s'inscrit dans le contexte de la coopération bilatérale entre la Chine et le Togo. Les travaux seront exécutés par des entreprises chinoises déjà sur place, sur le terrain. Plus de 172 000 personnes réparties dans 300 villages de la région seront couvertes par ce projet. Nous espérons que ces 300 forages permettront aux populations locales d'améliorer l'accès à l'eau potable en qualité et en quantité suffisante, conformément aux normes de l'Organisation mondiale de la santé. C'est donc un projet d'envergure
Un projet qui a pris corps après le forum sur la coopération sino-africaine où les deux chefs d'État ont pris l'engagement de renforcer leur partenariat stratégique. Un nouveau point de départ pour davantage dynamiser cette coopération sino-togolaise. Pour l'exécution des travaux, le projet a été lancé au nom du ministre de l'Agriculture, de l'Hydraulique villageoise et du Développement rural par le gouverneur de la région des Plateaux. Le Togo accorde une place de choix dans la fourniture de l'eau potable à la population. Ceci se traduit dans la feuille de route gouvernementale Togo 2025 dans son projet 6, augmentation de l'accès en eau potable et à l'assainissement, qui ambitionne à l'horizon 2025 une couverture en eau de 80% sur toute l'étendue du territoire avec des objectifs spécifiques de 95% en milieu rural et de 65% en milieu semi-urbain. Le projet d'hydraulique villageoise dont nous lançons les travaux aujourd'hui vient soutenir les actions du gouvernement à travers la réalisation de 300 forages dans la région des Plateaux. Ce projet est le résultat des accords signés le 24 août et le 1er septembre 2023 entre la République populaire de Chine et la République togolaise. C'est le lieu ici de rendre un hommage mérité au chef de l'État, son Excellence, M. Faure Eswazim Nanyasingbe, pour sa vision éclairée et par la conviction que l'eau est un droit fondamental, une denrée essentielle à la santé, à l'éducation et au bien-être de la population. À travers ce partenariat stratégique, d'autres projets sont encore en vue dans bien d'autres secteurs pour mieux accompagner le Togo en vue d'améliorer le bien-être social des populations. Au même moment, le gouvernement met l'accent sur la planification urbaine pour une meilleure optimisation de l'occupation des espaces. Cette semaine, à Blita a eu lieu le lancement des études pour l'élaboration des outils de planification. Cette initiative a été couplée de la validation du guide d'élaboration, de l'implémentation des documents d'urbanisme, un outil destiné à accompagner les communes dans leurs efforts de planification. Désiré Adoy. Afin de mieux structurer l'occupation des sols, garantir une planification territoriale attendue et répondre plus efficacement aux enjeux d'un développement harmonieux durable, le gouvernement togolais, au travers du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière, s'est engagé à élaborer des études et des outils de planification urbaine pour 13 communes pilotes à travers le pays. Ces collectivités territoriales auront donc bientôt des plans locaux d'urbanisme et plans d'aménagement du secteur, documents d'urbanisme. Le projet est lancé officiellement à Blita pour susciter l'implication active des acteurs. C'est de rationaliser l'occupation de l'espace communal, permettre aux communes de prélever les réserves administratives qui sont très importantes pour l'installation des équipements et faire un zonage. Ces documents que nous voulons élaborer cette fois-ci, ce serait un package. Vous avez un plan local d'urbanisme et le plan de détail. Sur ces nouveaux documents que nous voulons élaborer, des réserves seront prélevées, des réserves d'équipement, mais aussi des réserves d'équipement destinées directement aux infrastructures des services des autres ministères qui ont besoin des espaces. Lancement couplé de la validation du guide d'élaboration et d'implantation des documents d'urbanisme en République togolaise. Ce guide constitue une référence d'orientation des acteurs dans le processus de planification. Nous avons constaté que d'un document à un autre, il y a beaucoup de différences. Donc nous voulions harmoniser les pratiques pour qu'à la fin de ce projet, qu'on ait les mêmes cartes avec les mêmes légendes d'une commune à une autre. La seconde partie, c'est les implantations, l'exécution des projets élaborés. Ces plans élaborés doivent être matérialisés sur le terrain. Et donc les guides retracent l'ensemble du contenu de l'implantation. Qu'est-ce qu'on doit mettre dans une réserve? Les dimensions des panneaux des réserves, les dimensions des bornes à implanter pour les rues, pour les boulevards et pour les autres infrastructures prélevées lors de l'élaboration de ce plan. Avant toute acquisition foncière, il va falloir s'adresser aux services techniques de l'urbanisme, du cadastre ou du domaine ou encore des mairies. Le Togo connaît une urbanisation rapide. Des plans locaux d'urbanisme sont donc nécessaires pour cadrer cette dynamique à l'effet de répondre valablement à la feuille de route gouvernementale.
Noël, c'est dans 4 jours. Comme chaque année, le gouvernement tient à offrir une fête mémorable aux enfants orphelins et démunis à travers sa traditionnelle opération Noël solidaire. Des kits alimentaires et des jouets seront distribués pour leur apporter un peu de joie en cette période festive. L'édition de cette année a été officiellement lancée à Landa, dans la Kosa. Nestor Mouzo. Ces kits festifs sont destinés aux enfants orphelins et à ceux issus des familles démunies de Landa dans la préfecture de la Kosa. Cette année, le ministère de l'Action sociale, de la solidarité et de la promotion de la femme a porté son choix sur cette localité pour procéder au lancement national de l'opération Noël solidaire. Le gouvernement togolais a institué cette opération lors des fêtes de la Nativité et du Nouvel An à l'endroit des enfants vulnérables afin de leur permettre d'avoir le sourire comme les autres enfants. L'objectif de ce projet est de garantir l'épanouissement physique, social, psychologique et culturel de cet type d'enfants. La ministre a procédé au lancement de l'opération. Ce lancement va donner le ton aux régionaux de faire la distribution dans toutes les régions, puisque c'est une activité d'envergure nationale. Pour cette édition, environ 5 000 enfants vont être assistés en kit festif pour pouvoir fêter les fêtes de fin d'année. J'ai reçu un cadeau, je remercie le président fort. Je vais bien fêter. En remettant les jouets et les kits alimentaires aux enfants nécessiteux pour cette édition de l'opération Noël solidaire, la ministre de l'Action sociale, de la solidarité et de la promotion de la femme a transmis à ceux-ci et à l'assistance un message du chef de l'État et du gouvernement. L'opération Noël solidaire traduit la volonté du chef de l'État, son Excellence M. Faure Essozimna Nyasingbe, d'être proche et solidaire des couches les plus vulnérables de notre pays et particulièrement des enfants en cette période symbolique de fin d'année. Chers enfants, nous ferons tout dans la mesure de nos moyens pour que vous puissiez vivre et grandir avec les soins, l'attention, l'éducation et la protection qu'il vous faut, car l'avenir de notre pays, c'est vous. La ministre de l'Action sociale, de la solidarité et de la promotion de la femme a remercié les partenaires qui ont accompagné le gouvernement dans cette opération Noël solidaire. Depuis son lancement en 2012, cette opération a touché près de 43 000 enfants. Et si vous êtes à la recherche de Noël ou le Nouvel An, ne cherchez plus. Le Salon africain du cadeau lancé le 16 décembre dernier se poursuit jusqu'au 31 décembre à l'Hôtel de Février. Cet événement sert de vitrine pour la promotion des produits locaux et africains. Vous y trouverez une large gamme d'articles pour tous les goûts. Reportage de Edwige Atakpa Bassabi, présenté par Sandra Ziagbe. Le hall de l'Hôtel de Février est transformé en une véritable mini-foire à l'occasion du Salon africain du cadeau. L'événement rassemble des artisans venus du Togo et d'ailleurs pour mettre en lumière des produits made in Togo, mais aussi des créations d'autres pays africains. Notre présence aux côtés des artisans aujourd'hui, c'est de pouvoir donner la possibilité à tous les visiteurs qui viennent acheter des cadeaux à pouvoir les envoyer à leurs amis et proches à l'international et aussi à Lomé. Cargo Freight est une société d'expédition. Nous expédions dans toute l'Europe. Le Salon africain du cadeau offre une opportunité unique aux artisans spécialisés dans divers domaines tels que l'habillement, l'agroalimentaire et l'art, de présenter leur savoir-faire au public. Ces produits sont proposés comme des idées de cadeaux parfaits à offrir en cette période de fête de fin d'année. Et c'est une opportunité qui est offerte aux artisans togolais, africains de l'Ouest, de pouvoir exposer leur génie, leurs produits. Et notre souhait est de pérenniser cet événement-là chaque fin d'année dans ce cadre. Nous avons les articles de batik, d'habillement, la maroquinerie, la cosmétique, l'agroalimentaire. Organisé par Eagle Consulting Terroir et Tradition en partenariat avec e-Soccer, le Salon africain du cadeau permet aux visiteurs d'acquérir des cadeaux personnalisés pour leurs proches. Sur place,
Un service d'emballage de colis est également disponible pour expédier vos présents directement à vos proches. De quoi leur offrir une belle fête de fin d'année. Restons à l'hôtel 2 février pour un petit tour au salon africain de cadeaux. Une large gamme de produits made in Africa, vous venez de le voir, vous y attend. Des articles d'art, des objets artisanaux ainsi que des produits agroalimentaires parfaits pour être offerts à vos proches en cette fin d'année. Voyons tout cela avec Edvijata Kabasabi et Sandra Zabé. Des liqueurs artisanales, des produits de beauté, des vêtements et bien d'autres articles made in Togo et d'ailleurs sont exposés à la toute première édition du Salon africain du cadeau. Cet événement unique met à l'honneur le savoir-faire des artisans africains dans toute sa diversité. Parmi les visiteurs, cette cliente enthousiaste nous confie avoir trouvé son bonheur. Elle a choisi d'orner son cou avec de magnifiques perles traditionnelles parfaites pour les fêtes de fin d'année. Il y a beaucoup d'exposants, beaucoup d'articles et de très jolis articles. Donc vous pouvez le voir, j'ai même déjà un sachet en main. Nous sommes d'abord dans l'artisanat, c'est pour revaloriser notre culture, surtout africaine et surtout togolaise, invitant la population togolaise à venir se découvrir et nous découvrir et également acheter les cadeaux de fin d'année à nos chers parents, à leurs chers parents qui le sont chers. Le Salon africain du cadeau est une véritable vitrine qui valorise les artisans africains et leur créativité. Des objets authentiques, empreints de culture et de tradition, ils sont proposés pour répondre à toutes les envies. Par les produits de maquillage qu'on a en diversité, ça c'est du beurre de karité fait chez moi à la maison par ma mère. On a des savons faits main aussi, des démaquillants par exemple. Donc on a des ongles comme ça que toutes les femmes peuvent s'en procurer et changer tous les jours si elles le veulent, peuvent les enlever. On a du maquillage. Je suis au salon africain du cadeau pour exposer d'abord mes produits, des perles, du sel, des épices. C'est du sel rose pour le bain, pour la purification. Nous sommes en fin d'année, pourquoi pas se purifier pour bien commencer la nouvelle année. Le cristal de sel, c'est un bon purificateur aussi, mais qu'on peut déposer dans les bureaux, dans les chambres, aux quatre coins des chambres. Ce salon, qui se veut une plateforme annuelle, offre aux artisans du Togo et de la sous-région une occasion de présenter leur œuvre et de tisser des liens avec un public varié. Une opportunité pour les visiteurs de découvrir des produits originaux et d'encourager la production locale. La promotion de tous ces produits passe par un environnement sain. C'est d'ailleurs une préoccupation majeure pour la commune Gofset. Depuis quelques jours, la commune s'est dotée d'une brigade municipale de l'environnement. Ces brigadiers, désormais opérationnels, auront pour mission principale de sensibiliser les populations sur les bonnes pratiques environnementales et de contribuer à la préservation du cadre de vie sain. Reportage de Uri Chamega. Renvoyés à leur fonction par le maire à l'issue de cette cérémonie d'installation, ces jeunes hommes et femmes, baptisés brigade municipale environnementale, seront désormais visibles dans les rues et quartiers de la commune Golf-7. Ils ont pour principale mission de sensibiliser la population sur les enjeux environnementaux, les comportements responsables vis-à-vis du milieu vital, les bonnes pratiques liées à la propreté et à l'écologie. Ma mission, c'est de sensibiliser la population concernant les déchets, l'insalubrité dans la commune, d'assurer la propreté. L'objectif est de sensibiliser la communauté sur l'incivisme. Cette brigade municipale de l'environnement, ou BME, n'est pas née par hasard. Elle s'inscrit dans la continuité des efforts de la brigade de veille environnementale mise en place par l'ONG Togo Environnement Propre. Un projet cher à sa présidente, Némé Sonia Nyasingbe, présente pour l'occasion. C'est une des actions de la BVE que nous sommes en train d'étendre aujourd'hui dans les communes. Nous formons et après tout, nous laissons la charge aux communes de se prendre en charge.
Pour le maire, cette brigade est créée pour répondre à un besoin crucial, faire de sa commune un espace de vie sain et exemplaire. Nous voyons dans les caniveaux des sachets, des ordures partout. C'est de l'incivisme et donc c'est une tâche difficile que nous voulons partager avec nos jeunes qui composent cette brigade. Nous voulons une commune saine pour l'avenir. La brigade de veille environnementale, un symbole de l'engagement commun pour un environnement plus propre et une société plus consciente de ses responsabilités, a indiqué la présidente de l'ONG TEP. Ils ont reçu leur feuille de route et le terrain les attend. Désormais opérationnelle, la brigade municipale de Golfe 7 devra conjuguer proximité et pédagogie pour toucher tous les foyers de la commune. Avec eux, une nouvelle dynamique s'installe dans la commune sous le regard attentif et bienveillant de la mairie et de ses partenaires. On quitte Lomé pour Mango. Eh bien, c'est la ville qui a accueilli hier le lancement officiel du championnat scolaire et universitaire édition 2024-2025. Le coup d'envoi a été donné lors d'une cérémonie haute en couleur présidée par le ministre des Sports et des Loisirs. Les temps forts avec Yataratem. Souci avec le sujet, apparemment, je vous le disais, nous quittons Lomé pour Mango. C'est la ville qui a accueilli hier le lancement officiel du championnat scolaire et universitaire édition 2024-2025. Le coup d'envoi a été donné lors d'une cérémonie haute en couleur présidée par le ministre des Sports et des Loisirs. Les temps forts avec notre correspondant dans les savanes, Yataratem. Ouvert les championnats scolaires et universitaires édition 2024-2025. C'est parti donc pour une année scolaire et universitaire riche en activités sportives. Et pour ce lancement, placé sous le thème « Un environnement sain pour une pratique sportive saine », le traditionnel défilé des différentes délégations d'inspection préfectorale des sports et loisirs et de disciplines sportives et un match de football était au rendez-vous au stade de la ville de Mango. Sur l'aire du jeu, l'équipe du lycée Sansane Mango en blanc et celle du lycée d'enseignement technique de Mango en vert blanc. Très engagés et fair play dans le jeu, les deux équipes ont livré un match palpitant à rebondissement et se sont séparés au coup de sifflet final, 0 but partout. La fatidique épreuve de tir au but a permis à l'équipe du lycée de Sansane Mango de remporter la coupe 6-5. Je suis dans la joie pour cette aide que le gouvernement a apportée pour nous, de prouver notre valeur en tant que les jeunes élèves, voir ce que nous savons faire. Au programme également ce jour, l'athlétisme. 1000 mètres aussi bien pour les garçons que les filles. Au sprint final, chez les apprenants, Dieudonné Douti occupe la première place avec un chrono de 3 minutes 21 secondes, devant Ibrahim Idrissou, 3,22 et 3,23 pour Nguissan Diafoku. Du côté des filles, Namoué Kokou s'impose avec un temps de 3,39, suivi de Dandjeb Kamboki, 3,46, Chérifatou Issifou, 3,47, tous du lycée de Mango. Ce prix représente pour moi des mois d'exercice que je pratique. L'organisation des championnats vise à promouvoir la pratique du sport en milieu scolaire et universitaire, à transmettre les valeurs citoyennes aux élèves et étudiants pour une société paisible et épanouie. Le gouvernement fait de cette activité l'un des axes majeurs de son action dans l'optique de contribuer à l'éclosion d'une véritable élite sportive dans notre pays. Je voudrais exprimer ma solidarité profonde envers les populations de toute la région des savanes touchées par l'extrémisme violent, ainsi qu'envers nos forces de défense et de sécurité qui veillent courageusement pour dérouter les forces du mal. Sachez que vous n'êtes pas seuls, car le gouvernement et nos forces de défense et de sécurité se tiennent à vos côtés pour non seulement mettre l'ennemi hors d'état de nuire, mais aussi
ramener la paix et la quiétude si chère au chef de l'État, son Excellence Faure Esozimna Niassingbe. Je voudrais relever que l'objectif premier poursuivi par les championnats scolaires et universitaires est de bâtir et de co-construire avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème éducatif la compétitivité et l'attractivité de notre sport d'élite via la promotion robuste et féconde du sport à la base. Je vous encourage à donner le meilleur de vous-même, à prendre part aux compétitions. Le ministre des Sports et des Loisirs, Dr Lydie Bessikama, a par ailleurs invité les élèves, au-delà de la dimension sportive, à saisir l'opportunité de ces championnats pour renforcer le dialogue interétablissement, le brassage et le vivre ensemble. Cette cérémonie de lancement a donné lieu à des récompenses aux acteurs qui ont marqué le football et des matériels et équipements sportifs. En prélude à ce lancement, le ministre des Sports a effectué une visite au stade de la ville de Dapan en plein travaux de modernisation. Et avant de refermer ce 20h, je vous donne une fois encore lecture de ce communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Les périodes de fin d'année et de début d'une nouvelle année sont fréquemment associées à une augmentation notable de faits d'insécurité divers caractérisés par des actes de criminalité, de délinquance, de banditisme et d'accidents de route. Il importe que des dispositions idoines soient prises afin de garantir la célébration des fêtes de fin d'année dans une atmosphère paisible et sereine. À cet effet, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a lancé depuis le 20 décembre 2024 une opération dénommée Keligou, qui signifie vigilance dans une langue du terroir. L'opération Keligou vise à faire régner la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national afin que chaque citoyen vaque librement à ses occupations dans un climat de sérénité. Elle consistera en des actions de police administrative et ou de police judiciaire telles que des opérations coup de poing, de contrôle de zone, des patrouilles de sécurisation et de proximité de jour comme de nuit, des contrôles d'identité et contrôles routiers, des interpellations pouvant donner lieu à des mesures de garde à vue. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile appelle les populations togolaises à une grande vigilance et à une franche collaboration avec les forces de sécurité engagées dans cette opération en dénonçant tout individu ou toute situation suspecte. Il les invite par conséquent à se rapprocher immédiatement des unités de police et de gendarmerie sur toute l'étendue du territoire national ou à appeler les numéros d'urgence suivants. 10 14 pour le centre d'appel du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, 117 pour la police nationale, 172 pour la gendarmerie nationale, 118 pour le corps des sapeurs-pompiers et 170 pour l'Agence nationale de la protection civile. Il recommande enfin aux populations, particulièrement en cette période, de se déplacer en portant sur elles une pièce d'identité et de se munir, le cas échéant, des pièces afférentes aux véhicules qu'ils conduisent. Fait à Lomé le 21 décembre 2024, signé ambassadeur Caliste Batossi Madjoulba, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Voilà, ainsi se referme ce 20h. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout en direct sur la télévision togolaise. Restez avec nous, car le meilleur, c'est ici.